Donc, rebonsoir. En ce monde post-cours d'INF 5111, ce soir, on va regarder premièrement les sujets qui seront abordés dans l'examen final, parce qu'il y a certains sujets qui s'adaptent plus ou qui s'adaptent moins. Là. Fait que, il y a certainement certaines choses qui vont être plus présentes que d'autres. Donc, on va jaser de ça en premier. Puis, pour certains blocs de matière, puisque nous, on a un examen qui est à choix de réponse, hein, pas de notes extérieures, le genre de questions va être différent de ce que, mettons, vous avez fait en atelier. Donc, on va avoir quelques exemples qui vont aussi nous permettre de revoir les blocs de matière pour être certain que tout soit bien compris, tout soit bien assimilé. Donc, on va commencer avec c'est quoi les différents sujets qui vont être répertoriés à l'intérieur de l'examen. Donc, la première chose qu'on avait ici, puis là, c'est un subterfuge, ce qu'on avait vu, la première chose en revenant de notre examen intra, c'était le principe de conception de base de données. Okay? Donc, ici, le but, puisque c'est un examen qui va être à choix de réponse ou à réponse courte, ça veut dire que je ne vous demanderai pas de construire ou de esquisser un diagramme de base de données. Par contre, ce que je vais vous demander, ça va être des connaissances connexes à des diagrammes puis des schémas soit conceptuels de diagrammes de classe, ou des schémas relationnels avec le diagramme d'entité-relation. Donc, ces deux-là vont être des éléments qui vont apparaître, puis il va falloir être capable d'identifier des choses, d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui est écrit, puis d'être capable de reformuler ça, de donner possiblement, est-ce qu'il y a une erreur dans quelque chose, d'être capable de donner des variations, des choses comme ça. Fait que je veux revoir avec vous un peu les principes généraux, les mots-clés qu'il faut savoir. Donc, quand on travaille, mettons, on va aller chercher une affaire déjà préfaite. Pour se donner un peu l'eau à la bouche de qu'est-ce qui va arriver. On va agrandir ça. On va se mettre en présentation pour être bien professionnel. Donc, on a l'exemple ici d'un schéma conceptuel, d'un diagramme de classe, dans lequel on a différentes classes qui sont expliquées. Donc, il faut être conscient de la boîte, c'est une classe, ou au niveau des schémas relationnels, c'est des relations. Qu'à l'intérieur, on a des informations qui sont les attributs, qui vont ultimement être les colonnes, qui va avoir des types de données, qu'il faut que ce soit les bons types de données par rapport à ce qu'on veut faire. Ensuite, on a le principe de relation. Donc, quand on a plusieurs classes qui se connaissent, donc il va y avoir une association qui va exister entre les deux. Donc, quand on a une association, il y a différentes informations. Les informations les plus importantes, c'est définitivement la multiplicité, où on présente d'un bord, je peux avoir combien de relations avec l'autre bord. Donc, d'être capable de lire, de comprendre, puis d'être capable de trouver possiblement une faille, ou en tout cas d'essayer de mettre à jour quelque chose quand il y a un problème. C'est des choses que je m'attends que vous soyez capable de faire. On a aussi les principes de agrégation faible puis agrégation forte. Donc, de l'agrégation partagée, de la composition qui permet de représenter une relation plus spécifique que juste une association simple. Donc, d'être capable d'expliquer ou d'être capable de bien d'utiliser le bon type d'agrégation. Donc, si je vous dis, j'ai telle affaire, quelle agrégation peut arriver là-dedans? Il faut être capable de répondre. On n'ira pas dans les affaires plus farfelues qui sont dans les diagrammes de classe, donc des choses comme la généralisation,
les concepts derrière, ce n'est pas des choses que nous, on va aborder parce qu'on travaille avec ultimement des bases de données où c'est que ça n'a pas ça à l'intérieur. On a le principe de classe associative, donc quand la relation génère des nouvelles informations, quand la relation génère un nouvel état, on a ces éléments-là qui viennent derrière. Donc, au niveau du diagramme de classe, il faut aussi savoir conceptuellement à quoi ça sert, okay, particulièrement en comparaison au diagramme relationnel, hein, le diagramme d'entité-relation. Le principe du schéma conceptuel, c'est d'être capable de représenter les idées hein, sans être attaché par les problématiques réelles d'utiliser une base de données. Okay, donc, dans le schéma conceptuel, il n'y aura pas de choses comme des identifications de clés primaires, il n'y aura pas de clés artificielles. Okay, donc, on n'a pas de conscience de où c'est qu'on s'en va avec la base de données. Après ça, on va avoir le principe de schéma relationnel, hein, donc le schéma qui va être utilisé pour représenter l'état de la base de données. Donc c'est une représentation vraiment juste graphique de qu'est-ce qu'on aurait écrit avec des commandes SQL ou de la représentation du schéma de la base de données. D'être capable de voir comment est-ce qu'on peut passer de ce schéma-là à l'autre. Okay, ça peut être sous étude. Fait que si je te dis, mettons, voici le schéma conceptuel, voici une liste de versions dans le schéma relationnel, laquelle est la bonne? Okay? Donc c'est très présent quand on travaille, mettons, avec les différents niveaux d'association. Hein? Donc, quand c'est de 1 à 1, quand c'est de 1 à plusieurs, quand c'est de plusieurs à plusieurs, il y a différentes variations qui existent. Donc, d'être capable de savoir laquelle qui fait quoi. On va aller regarder quelques questions par rapport à ça dans quelques instants. Puis aussi de savoir au niveau du schéma relationnel, c'est quoi qui est rajouté habituellement. Hein? Puis c'est là qu'on va parler justement de clés d'identification, hein? Donc des clés primaires dans chacune des tables qui vont me permettre d'identifier de manière unique chacune des informations. Puis quand on veut avoir une association, quand on veut avoir une relation, bien, on va avoir une clé étrangère qui va être capable de pointer à la dite information. Okay? Donc, d'être capable de répondre des questions connexes à ces informations-là. C'est pas mal dans qu'est-ce que je m'attends. Puis, j'espère que qu'est-ce que je dis ne fait pas sursauter personne. Sinon, on avait-tu autre chose? Si on regarde ici à la fin, c'était pas mal ça, les différents types d'associations, les classes d'associations, les agrégations. C'est pas mal qu'est-ce qu'on avait au niveau des diagrammes. Fait que si on regarde, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? OK, comme ici, comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme question? J'ai ici un exemple. Ici, hop. Fait que j'ai la présentation d'une situation quelconque. Okay? Donc, j'ai des cours puis des enseignants. Okay? Puis là, je dis que les cours sont enseignés par un seul enseignant. Puis les enseignants peuvent enseigner plusieurs cours. Okay? Ça, c'est la situation. Là, ici, j'ai une liste de différents diagrammes. Puis, je veux que vous identifiez à l'intérieur de cette liste de diagrammes-là possibles, lequel correspond à cette situation-là dans le diagramme de classe, puis lequel est la représentation dans le diagramme d'entité-relation. Okay, donc, il pourrait y avoir plus de choix, ça pourrait être plus de variations à l'intérieur, mais c'est le genre de questions que je m'attends à ce que vous soyez capable de répondre la semaine prochaine. Ah, ça serait celle du milieu. Je sais pas. Mais ils sont toutes. C'est ce que je parle, là. C'est toutes des relations? Oui, c'est toutes des associations. Non, c'est ici, le cours, il y a un cours à un enseignant peut avoir plusieurs cours, puis un cours... Là, le dernier est complètement... ça, c'est celle-là qui est... Ça dit que
Un enseignant est un cours. C'est ça. OK, donc celui-là, il n'y a vraiment pas rapport. Hein? Donc, puis c'est là qu'on parle de la multiplicité. Hein? Puis là, effectivement, en disant le 1-1, ben, c'est que c'est un cours, un enseignant. Ça ne marche pas. Hein? Fait que ici, juste par élimination, hein, on aurait celui-là qui dit que ben, on a un enseignant, plusieurs cours, un enseignant. Hein? Toujours de dire un, je m'en vais lire de l'autre bord pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Le B, ce serait le premier. Mais pourquoi? Est-ce que... Ben non, parce qu'il faut qu'il y ait une vu que c'est une relation avec plusieurs. Non, il faudrait qu'il y ait une agrégation pour qu'il y ait une clé entre les deux, je pense. Pas une table entre les deux, je suis pas sûr, là, mais... Fait que ça, ici, quand on a un 1 à 1 étoile, effectivement, le bon résultat, c'est celui-là. Ah OK? ouais? Parce qu'on a un enseignant. OK? Puis le principe, c'est que chaque cours a un seul enseignant. Fait que c'est lui qui a besoin d'avoir l'information additionnelle. Puis après ça, si je veux avoir comme c'est quoi, quel enseignant qui a donné n'importe quel cours, ben là, je vais faire des inner join. OK? On est des pros de ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que ça représente, celui-là, d'abord? Plusieurs enseignants peuvent donner plusieurs cours. Un cours pourrait avoir plusieurs enseignants. Exact. Là, on aurait la représentation de étoile à étoile dans le diagramme de classe. Hein? On ne se fait pas pogner par ça la semaine prochaine, là. Non, non. All right. Même genre de principe. Hein? Donc, on a ici le diagramme suivant où c'est qu'on a une table d'auteur, une table de livres, une table d'un genre. Hein? Donc, une bibliothèque, c'est un autre classique de base de données. Puis, je demande, OK, ben, dans la version conceptuelle, là, c'est quoi la multiplicité entre auteur et livre en ce moment? Hein? C'est-tu un étoile? C'est-tu un étoile-étoile? C'est-tu un 1-1? Un auteur peut écrire plusieurs livres. Mais des livres qui ont plusieurs Ouais, auteurs. c'est ça. Mais dans la diable, il faut. Oui, c'est un étoile. Ouais. Faire attention, hein? Il y a la réalité qu'on veut, C'est ça, puis il y a le déjà. puis il y a qu'est-ce qui est marqué, là. C'est des livres à un auteur. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est 1 à 0. Dans l'ID de l'auteur dans le livre. Comme Donc, il est ici, l'ID de l'auteur est dans le livre. Hein? Fait qu'on a un lien vers un auteur. Ah oui, oui. OK. Il n'y a pas de multiple branch là, qui C'est ça. Fait que ça ici, de ce côté-là, de livre vers auteur, c'est 1. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans l'autre sens, qu'est-ce que c'est? Un auteur peut avoir écrit plusieurs livres. Parce qu'on n'a pas, effectivement, d'informations qui indiquent autrement. Hein? Ça veut dire qu'un auteur peut exister, puis il peut être plusieurs fois l'auteur du livre. De plusieurs livres. Bien, c'est ça, un auteur de plusieurs livres. Donc, ici, on aurait donc quel... Auteur 1, étoile, livre. Exact. Fait que là, sous question, si je voulais représenter ça avec un autre type de cardinalité. OK? Donc, ici, on peut penser, admettons, puis là, ce serait à votre choix dans l'examen, là, mais on pourrait penser qu'un livre pourrait être écrit par plusieurs auteurs. Ça sonne pas comme trop far-fetched. Ça serait quoi la différence? Il y aurait une table intermédiaire. Effectivement. Donc, si on veut changer ça à étoile-étoile, pour être capable d'avoir étoile-étoile, il faudrait avoir un table entre les deux, hein, qui serait une table d'association, en tout cas une table intermédiaire, c'est tous les synonymes. Il faut rajouter une table qui va faire le point, l'identification de chacune des relations entre livre-auteur, livre-auteur, livre-auteur. Si ça serait l'inverse, hein? Mais monsieur, Oui. pour votre cas, si étoile, on aurait eu les informations de l'auteur dans le livre et celles du livre dans l'auteur. Non. On aurait eu entre les deux, un peu comme qu'est-ce qu'on a ici en fait là. Une table intermédiaire, qui va exister pour représenter les relations entre les deux. Comme ça, je peux avoir auteur 1 avec livre 1, auteur 2 avec livre 1, auteur 1 avec livre 3, puis comme lui est capable de faire comme plein de différentes affaires en même temps. Parce que là, on pourrait dire qu'il existe une relation étoile-étoile entre auteur et puissante, représentée par la table livre, Entre auteur et quoi? entre auteur et centre.
Genre, ou c'est hein, ça? non, parce que en ce moment, OK, le principe, c'est que ça se peut qu'il y ait plusieurs fois le même auteur avec plusieurs fois le même genre. Hein, parce que nous autres, notre lien se fait sur le livre. Ça ici, ces deux éléments-là, ce n'est pas des clés primaires. Fait qu'il peut avoir deux fois la même paire. Hein, fait que ça se peut que ça arrive souvent que... je manque d'auteur, là. Le gars qui fait des livres de peur, là. C'est les câbles? Je parle en anglais, mais... King. Stephen King. Hein? Parce que lui, il écrit un livre à tous les 3 mois. Là. Fait que ça va arriver, OK, qu'il y a Stephen King, horreur. Stephen King, horreur. Stephen King, horreur, tu sais. Fait que c'est pas une représentation d'étoile à étoile parce qu'il faudrait que ce soit juste une fois, là, tu sais, pour dire que cet auteur-là a ce genre-là. On sait par contre qu'on pourrait créer une vue qui ferait cette information-là pour que ça soit unique entre les deux. OK, il y aurait des choses à faire, là. On est des pros maintenant de base de données. All right. Fait que, on voit ici le genre de questionnement là, que je vais apporter quand on travaille sur de la conception. Okay? Donc, c'est pas d'être capable d'écrire nécessairement, mais c'est d'être capable d'analyser, d'être capable de voir plus loin, de voir comment régler des problématiques possibles avec différentes situations. C'est rassurant. Hein? C'est rassurant. Ben, c'est pour ça qu'on a ça. T'sais. C'est pas le temps de quitter juste avant l'examen final. Là, là. Ça coûte cher. Ouais. On est à la période... Non, il n'y a plus de période d'abandon. Là. Tu fais juste couler, là, cette fois-ci. Ouais. All right. Fait qu'après ça, on a eu aussi une gentille période de plein de choses de programmation. OK? Donc, on a vu le principe de conditionnel, le principe de boucle, le principe de fonction. Donc, pour ces éléments-là, il ne faut pas être capable d'écrire un programme. Encore une fois, c'est un examen plus à choix de réponse ou à question à développement simple. Mais ça va être d'être capable d'analyser, d'être capable de comprendre un programme. OK? Possiblement, je vous donne un programme puis je vous dis qu'est-ce que ça donne, hein, ou qu'est-ce que ça fait. Ou si je veux changer quelque chose, voici une série d'éléments, qu'est-ce que j'utilise pour remplacer cette partie-là. Ou comme je veux faire telle chose, voici un blanc de code, lequel là-dedans est-ce que moi je vais utiliser pour être capable de remplir qu'est-ce que je veux faire. Fait que pour chacun, juste un petit rappel, okay, on a des conditionnels qui me permettent de prendre des décisions à l'intérieur du code. La condition me permet de décider est-ce que c'est vrai ou pas, puis si c'est vrai, je m'en vais faire le bloc de code, si c'est pas vrai, je m'en vais essayer les autres, puis s'il n'y a rien qui marche, bien, je fais juste continuer normalement. Ces blocs de code-là sont mutuellement exclusifs, hein, j'en fais juste un dans la gang. On avait vu aussi le principe de boucle. Okay, donc, les boucles me permettent de prendre différents éléments qui sont une liste ou un élément avec une itération quelconque à l'intérieur, puis est capable de répéter le même bloc de code sur chacune des itérations de manière individuelle. Okay, donc, ça me permet de tester quelque chose, d'accumuler une valeur, de faire des tests, des choses comme ça. On avait vu aussi le principe de fonction. Donc, de définition de fonction, on avait utilisé des fonctions puis des méthodes depuis le début, là, mais d'être capable de définir notre propre fonction, d'être capable de avoir le def, le nom de la fonction, possiblement d'avoir, on va regarder, mettons, des exemples, des paramètres d'entrée hein, que je peux envoyer, puis à faire des calculs, puis une fois que j'ai une réponse, avoir possiblement un retour qui va pouvoir être utilisé quand je vais appeler la dite fonction quelque part plus loin dans mon code. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont être mises en valeur durant l'examen. Pour se donner un autre petit exemple, ça va ici.
on a des belles affaires de même. OK? Fait que ça serait le genre de choses que je vous dis. On a ça. À la fin, il y a un print. Ça donne quoi? Fait que là, ici, OK? Je vous donne genre un petit 5-6 minutes, là. OK, là? Pour y penser, puis après ça, on va aller le faire ensemble. Je vais même me prendre le temps d'aller remplir mon eau qui est maintenant vide. On va répartir ça, et voilà. Fait que, pour être capable de bien faire ça, on le fait une étape à la fois. Hein? Donc, il n'y a pas de méthode magique, là. On a une définition de fonction. OK? C'est correct. Puis là, en passant, j'ai tout mis des noms les plus petits possibles pour porter à plus de confusion possible. Hein? C'est pas le but d'être. Le but, c'est d'évaluer vos connaissances ultimes, pas d'avoir du code lisible. Mais on voit qu'on a une définition d'une fonction. OK? Il y a des choses qui se passent. Je peux voir qu'il y a des returns dedans. OK? C'est bon. On n'analysera pas tout de suite parce qu'on sait que quand on définit une fonction, ça ne se passe pas tout de suite. OK? Ça va juste se passer quand on fait l'appel de la fonction. Fait que je suis comme. Je vais poser comme question qu'est-ce qui se passe là. Je reviens plus tard. OK. Fait que je commence. Puis j'ai la création d'une liste. OK? Donc une liste qui a différents éléments. Fait que ici, on va se dire, on a Z. OK? Puis dedans, on a OK. Allô. Autour. Bonjour. Salut. OK, ça va bien? Donc là, je n'ai pas mis les accolades, on sait que c'est des chaînes de caractères. OK, je suis en train d'écrire au tableau, on se donne cette permission-là. Moi, je me la donne, c'est moi le prof, qui c'est qui va m'arrêter? On a ensuite le Y, OK, qui est à 5. Puis, je peux voir ici, là, OK, j'entrevois là, que c'est ça que je veux savoir à la fin. OK, ça va être ça la réponse. Fait on va garder un œil précieux là-dessus. Fait que là, j'ai une boucle. OK? Donc, la boucle, le principe, c'est on a une valeur qui représente l'itérateur. Hein? Donc, c'est ça qui va prendre la valeur de chacun des éléments de mon itération. Puis, on a ensuite le in, puis on a comme la chose sur laquelle on va itérer. La chose qui est la liste, le data frame, le fichier, n'importe quoi qui va avoir plusieurs éléments. Fait que là, j'ai fourni, dans le in, on a le Z. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va avoir combien, tu sais, juste pour qu'on questionne, il va avoir combien d'itérations à la boucle? 5 parce qu'il y a 5 mots à l'intérieur. OK? Donc, le principe, c'est qu'à chaque itération de la boucle, la variable A va prendre le prochain dans la liste. OK? Puis c'est lui qui va avancer avec ça. Fait que le premier coup, je vais avoir A, puis qu'est-ce qu'il va avoir dans A? Ben, il va prendre le premier qui est OK. Fait que là, je fais la première itération. Encore une fois, tiens, il y a de cela bien des semaines, on a jasé que on avait le 2 points qui représente comme la fin, le début d'un bloc de code. Hein, fait qu'après ça, tout ce qui est dans la partie indentée fait partie de ce bloc de code-là. Fait que là, ici, je peux voir que j'ai toute cette partie-là qui fait partie de ça. Puis en plus, je peux voir que je vais avoir d'autres sous-blocs, d'autres fonctionnels, et ainsi de suite. Fait que là, je me demande qu'est-ce qui se passe ici. Donc, premièrement, là, quand ça va être imprimé, ça va être un peu différent. Là. Moi, j'ai des symboles spéciaux. Là. Ça, c'est un double égal. OK? Il y en a deux. Là. Ça, c'est mon éditeur de texte qui fait ça pour moi, pour que ça soit plus beau pour mes yeux. OK? Mais il est plus long qu'un égal normal. On peut 1, c'est 2. Donc, la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui va se passer avec cette conditionnelle-là. Fait qu'on a une conditionnelle, soit que ça fonctionne, soit que ça s'en va dans le else. Hein? Fait que c'est un ou l'autre. Là, ici, on demande c'est quoi le len de A. Donc, len, c'est une fonction qu'on a eu une couple de fois. Length, OK, c'est la taille. Pour une chaîne de caractères, ça va me dire c'est combien qu'il y a d'éléments. Fait qu'en ce moment, len de A, pour celui-là, ça devrait me donner 4. Fait que là, après ça, on dit modulo 2.
C'est Ouais, ouais, toi, tu vas au concept, là, on aime ça, un bon manager futur. Là. Mais c'est modulo 2 hein, qui trouve le restant de la division par 2, qui donne le pair ou impair. Ici, en regardant, en fait, c'est pas pair ou impair, c'est si on regarde que c'est 1, c'est qu'on check si c'est impair. Fait que dans notre cas, c'est égal 0. fait que là, ça va pas dans celle-là. Là, ici, on va étudier un petit peu là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Si c'était pair, si c'était impair, pardon, qu'est-ce qui serait passé? Le Y 5. aurait pu la valeur de Y moins un résultat quelconque qu'on checkera tantôt. Puis sinon, ben, ça serait la même chose, mais la seule différence entre les deux, c'est que ça fait un plus. OK? Fait que là, on peut se dire ok, que puisque ça c'est pair, il va se passer un plus ici. Là. Hein? Est-ce qu'on peut voir ça? Hein, c'est ça. Plus. Fait que là, la dernière question qui nous reste, dernière, c'est qu'est-ce qui se passe avec fa? Okay, la fonction où la variable a, qui est notre itérateur, est envoyée en paramètre. Fait que, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est envoyé ici, donc le a qui est OK, est envoyé dans notre fonction, puis à ce moment-là, ben, le a, en fait, il devient... J'ai mis un x par-dessus, mais c'est un x, mais ça devient x. Bonne. Fait que durant la fonction, x, c'est OK. Fait que là, on regarde qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on dit si x crochet 1, c'est égal. C'est A. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne 1. Puis là, j'arrête là le if. Puis après ça, j'ai un return 0. Fait que si on regarde conceptuellement parlant, qu'est-ce qui se passe dans cette fonction-là? C'est impair, on fait plus 1. La deuxième lettre est un A. Non? Lui, il a levé la main, OK? Là. Il sait, là. Je pense que la fonction, elle retourne juste tout en 0. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Non. Fait que, ici, le principe, c'est on essaie d'accéder à x1. Hein, puis ça, effectivement, on se souvient que tout commence à 0. Hein, on se souvient de ça. Ou on vient de s'en rappeler avec un moment d'effraiement pour la semaine prochaine. Donc, si on va chercher la case 1, hein, c'est le deuxième élément. Donc, dans une chaîne de caractères, ce que ça va faire, c'est que ça va aller regarder la deuxième lettre. Hein? Puis à ce point-là, on demande est-ce que cette valeur-là, c'est un A? Hein? Je pense que l'autre return, c'est un else comme sous-entendu. C'est ça, là, oui. Je vais te prendre la question avant de continuer. Parce que là, comment il sépare donc, il reste toujours dans le premier mot, puis là, il va le séparer en lettres, il ne va pas prendre la deuxième entrée de ton dictionnaire? Non, parce qu'à ce point-là, le X, c'est juste OK. Il ne sait même pas que ça vient d'une liste. Là. Hein, parce que moi, j'ai juste envoyé A qui était l'itérateur, qui est juste le seul élément tout seul. Okay. Effectivement, si on avait envoyé Z au complet, hein, puis que ça aurait été Z de 1, là, ça aurait été le deuxième mot dans la liste de mots. Et si on vient à qu'est-ce qui se passe ici? Autre élément qu'on a mentionné, puis que ce serait peut-être important de se rappeler pour la semaine prochaine. Quand on a un retour de fonction, le return, là, ça veut dire « Hey, j'ai trouvé c'est quoi la réponse. » On n'a plus besoin de rien faire ici. Fait que dès qu'il va croiser un return durant son exécution, il va arrêter le restant. Là. Il va tout de suite s'en aller de la fonction. Fait qu'effectivement, dans ce cas-ci, j'ai même pas besoin du else parce qu'il est comme implicite. Hein? Donc, si j'ai pas fait le premier return, ben, il va faire l'autre return. Hein? Donc, cette fonction-là, si on y va d'un haut concept, on pourrait dire que c'est une fonction qui semble recevoir une chaîne de caractères, qui va aller regarder la deuxième lettre de cette chaîne de caractères-là. Si cette chaîne de caractères-là a cette deuxième lettre de cette chaîne de caractères-là a un A, ça me retourne 1. Sinon, ça me retourne 0.
Fait que dans notre cas, c'est pas un A. Fait que ça nous retourne 0. Fait que dans notre addition, ça va additionner 0. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, là, c'est plus OK. OK, mais pas parce que c'est pas OK, mais bien parce que c'est OK, c'est la variable. 0, 0, 1, ça va être 6. Non, Fais attention ici, là. Parce qu'on a un if, là. C'est Oh, hein, on a été trop vite, là. Fait que si on regarde ici, Ah, c'est 5. premièrement, on peut comme skipper. Ah oui, t'as raison. On peut skipper tous ceux que la deuxième lettre, c'est pas 2, là. C'est pas A. Hein, parce que ça va donner soit plus 0 ou moins 0. Hein, fait que quand c'est allô, c'est pas grave, ça va donner plus ou moins 0. Quand c'est autour, c'est pas grave, ça va donner plus ou moins 0. Quand ça va être bonjour, ça va donner plus ou moins 0. Mais quand on va arriver à salut, le len de A va être 5. Fait que, puisque cette valeur-là est impaire, on rentre dans cette version-là, donc ça devient un moins. Puis, puisque lui, il a... Donc, ça nous donne... Vous le saviez? Moi, je savais que c'était 4, mais sauf que j'avais fait une grave erreur. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça, c'est un classique. Quand tu fais 2 erreurs, tu arrives à la bonne réponse pareil. C'était un mot, j'allais tout de suite à salut. Bon code compile. Ben, je faisais ça parce que je me disais que les Z, le 1, vu que le for, il va tout parcourir, il va arriver au dernier. Ouais, non, c'est ça. C'est pas garanti ainsi. Fait que, on se donne une idée de le genre de connaissances qu'il faut avoir. Tu sais, c'est pas rien, c'est de l'arithmétique, d'être capable d'analyse, d'algorithmes, des choses comme ça. Donc là, j'ai juste fait avec un programme simple. Tu ne vois pas un modulo 2948. Non, pas rien que tu aurais besoin d'une calculatrice à gérer, là. Mais tu sais, je peux te faire un modulo 10. Je m'attends à ce que tu sois capable de le faire sans calculatrice. OK? Ouais. Est-ce que ça va être juste comme un choix de réponse? Pour une question comme ça, est-ce que ça va être juste un choix de réponse ou bien par exemple? Tu marques la réponse. Ok, je marque là. Ouais. Donc, Je ne peux pas juste, par exemple, me tromper à quelque part ou faire à quelque part. si la prémisse, c'est que dans ce genre de questions-là, tu pourrais marquer ta démarche à côté, là, tu sais, dire quelque chose de même. Là. Si tu m'écris ça puis que tu t'es trompé à la fin parce que comme tu pensais que le plus c'était le moins dans le dernier affaire, ben, tu vas avoir comme 80% des points pour la question. Il va aussi y avoir des variations avec de la science des données. OK? Donc, mettons un autre exemple que là, on avait juste la valeur, là, mais ça pourrait être, voici un data frame, OK? Voici des manipulations qu'on fait sur le data frame. Puis là, à la fin, on a un graphique. OK? Puis là, je te donne 3-4 graphiques, puis je te dis, c'est lequel? Non, OK. pas le data frame. Oui, c'est ça. Je te donne les données, je te donne le code, je te dis, voici les graphiques. Dis-moi, OK, puisque, mettons, on a filtré telle affaire, puis puis ça te permet de voir c'est lequel graphique qui est le bon. Fait que ça, c'est pour la partie de programmation. Il nous reste une dernière section. Wow, j'ai pas glissé à la bonne place. Désolé, mon en ligne, je leur ai fait faire un tour de bateau. Ils sont peut-être seasick en ce moment. Ça a brassé pas mal dans leur écran. Donc, il nous reste une dernière section, OK, sur les bases de données NoSQL. Donc, là, ici, on n'ira pas dans les détails techniques, OK, de c'est quoi, comme travailler avec Redis ou MongoDB. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est plus sur les concepts, OK, donc d'être capable de dire pourquoi est-ce que dans telle situation, OK, je voudrais utiliser une base de données NoSQL. Ça serait quoi les raisons derrière? C'est quoi les limitations des bases de données relationnelles? C'est quoi les avantages que les bases de données NoSQL peuvent apporter? Okay? Dans quel genre de situation ou de quel cas d'utilisation
qui sont les plus probables, où c'est qu'on voudrait pouvoir utiliser ces différentes versions de base de données-là. Fait que c'est pas dans les familles spécifiques, là, OK? C'est vraiment plus dans le high level de pourquoi est-ce que ça existe. Je n'ai pas d'exemple de ça, parce que ça va être juste des questions comme qu'il va y avoir directement dans l'examen. Puis, ben, c'est qu'est-ce qu'on a vu? Hein? Non, il n'y a pas de technicalité par rapport à ça. OK? Donc, d'être capable de savoir que ça prend des données qui sont non structurées, qu'il n'y a pas de schéma, c'est des choses qui faut savoir, mais pas que Redis a un expire comme on a vu comme en gang, c'est pas ça le but. Est-ce qu'on est prête? Hein? C'est vraiment les boucles if, while, for qui vont être compliquées. Ben, ça, c'est ce que tu penses, ça? Moi, je les trouve bien plus faciles que des conceptions, mais tu sais, ça, c'est à moi. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on va voir. Fait que ça serait pas mal ça. J'arrête de parler pour la session officiellement. On se revoit la semaine prochaine pour l'examen. Hein, 2 heures. Ici, ça commence à 18 heures. Bonne chance. Yes. Il y a une séance de questions et réponses pour le TP2, comme on a eu la semaine passée. Puis il n'y en aura pas la semaine prochaine, même si vous êtes encore en train de finaliser le TP2. Parce que c'est la fin de leur contrat. Fait que ils ne sont plus payés après. All right? La semaine prochaine, c'est pas la dernière séance, c'est la remise. L'examen? Ben, c'est l'examen, ouais. Et la remise non plus? La remise a été repoussée pour le 18, ouais. 18 ou 17? Le dimanche. Ah, c'est 18, excuse-moi. All right? Bonne chance. Bonne étude. Bon fin de TP2. Puis peut-être que vous avez un peu de temps pour le restant de vos cours, là.